Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Donc hier, le gouvernement a utilisé le 49.3 à l'Assemblée nationale pour la 17e fois lors de la lecture définitive de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 en l'absence d'Elisabeth Borne qui est en déplacement en Irlande. Eh bien, c'est Franck Riester, ministre des Relations avec le Parlement, qui a donc engagé la responsabilité du gouvernement, Philippe. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que un 49.3, ça va? 17-49.3, bonjour les dégâts. Est-ce que le Parlement sert encore à quelque chose quand on dit 49.3, motion de censure rejetée, le vote est adopté? Est-ce que vous pensez qu'il faut limiter encore plus le 49.3? Il a déjà été limité, mais pas tant que ça. Venez réagir au 0826 300 300. Et pour le moment, vous dites, faut-il, à 90% oui, faut-il revoir l'usage de l'article 49 alinéa 3? Et notre invité pour en parler, Laureline Fontaine, constitutionnaliste et autrice de la Constitution maltraitée aux éditions Amsterdam. On vous remercie en tout cas d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, cette question, revoir l'usage de ce 49.3, non? Alors, même si le 49.3 est tout à fait constitutionnel, il semble que la première ministre elle-même commence à être lassée et dans une mauvaise passe, parce que à l'évidence elle en a assez d'être celle qui à chaque fois met en avant le 49.3, d'où le fait de se faire remplacer par Franck Riester qui fera quelque chose tout de même. Et par ailleurs, et là c'est une question anticipée, Cécile Philippe, je comprends bien ce qui a été le dessein du général de Gaulle avec Michel Debré, de rationaliser le parlementarisme et de créer donc cette disposition qui permet, lorsqu'il y a des blocages, au gouvernement de l'emporter. Mais je suis curieux de savoir, et j'attends avec impatience la réponse, si en supprimant le 49.3, on pourrait tout de même éviter d'avoir un parlementarisme débridé qui offrirait du charme au désordre, mais en réalité manquerait à un gouvernement même de belles images démocratiques. Françoise Degois. Bon, le 49.3 est constitutionnel, mais c'est pas l'esprit de la Constitution. Voilà, je pense qu'on peut le résumer comme ça. L'usage excessif, on va me ressortir que Rocard l'a utilisé 62 fois, blablabla. Là, c'est même plus le sujet. Je pense que, en plus, il y a une forme de désespérance de l'Assemblée nationale. Vous savez, on n'a pas beaucoup de fenêtres de tir en politique. Il y en a quelques-unes, il faut pas les rater. Et vraiment, la façon dont a été ratée à 9 voix près par les Républicains, la motion de censure et finalement ce contrepoison à ce 49.3, c'est quelque chose qui a mis un coup sur la casquette de façon définitive. Mon sentiment est que les parlementaires, les députés ne se révoltent même plus contre cet usage du 49.3 parce que il y a eu ce moment Tom qui a été complètement raté par l'Assemblée. C'est un commentaire d'ailleurs sur Twitter de Jackie Bordage qui dit: cela évite au président de la République de dissoudre une Assemblée nationale qui ne rejette jamais les 49.3. Jean Dorido. Écoutez, alors je vous entends poser la question, Philippe David, faut-il limiter le 49.3? J'ai envie de dire, le 49.3, souvent limité, jamais égalé, c'est quand même quelque chose dans la Constitution, ça a été dit, qui permet à la France de gouverner, qui permet précisément à l'exécutif de prendre des décisions à travers le législatif, et c'est quand même, me semble-t-il, je rejoins un peu ce qu'a dit Françoise, le souci majeur n'est pas tant le 49.3 que ces échecs successifs des motions de censure qui rappellent à quel point il n'y a pas d'opposition dans ce pays. On a une opposition d'une faiblesse abyssale en réalité, une classe politique qui est d'une... Alors pardon d'exposer mon sentiment, qui est d'une pleutrerie quand même absolument effrayante, parce que personne précisément n'a suffisamment de cran, pour ne pas dire autre chose, pour dire écoutez, allez-y, voilà, on se met d'accord, on vote la motion de censure, et on refait des élections législatives, et on verra qui l'emporte. Il a manqué 9 voix. C'est 9 voix qui manquent. Notre invité, forcément, on va lui demander une réaction, Laureline Fontaine, constitutionnaliste et autrice de la Constitution maltraitée aux éditions à Amsterdam. Vous avez entendu nos vraies voix. Peut-être vous êtes une quatrième voix dissonante, différente. Peut-être
peut-être, spécialiste surtout. Oui. Peut-être ce que je voudrais commencer par dire, c'est que le fait que l'article 49.3 permette à la France de se gouverner, eh bien ça appartient à ce que j'appelle vraiment une idée reçue, dans la mesure où le 49.3 n'existe nulle part ailleurs. Et pourtant, tous les autres pays arrivent très bien à se gouverner, notamment en Europe. Donc c'est un instrument qui est très français. Il n'existe pas ailleurs. Et aucun gouvernement n'est empêché à proprement parler de gouverner parce que cet instrument n'existe pas. Donc ça, je pense que c'est la première chose à préciser. La deuxième chose, c'est que effectivement, on comprend bien l'intention du général de Gaulle en 58, qui a été de faire en sorte que le Parlement, qui était extrêmement fragmenté, extrêmement divisé, eh bien n'empêche la bonne continuité du pouvoir. Ça, on le comprend bien. Mais ce faisant, il a créé un problème démocratique qui se révèle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous avons une assemblée qui, de nouveau, pas totalement unie. On n'a pas de majorité absolue. On est même très loin de la majorité absolue. Ce qui fait que, d'ailleurs, ça fait vraiment toute la différence entre l'usage du 49.3 par Michel Rocard et l'usage aujourd'hui du 49.3 par Elisabeth Borne. Parce que, à l'époque, il s'agissait de récupérer quelques petites voix. Il s'agissait donc de créer des alliances de circonstances, mais des alliances plutôt d'ordre personnel, alors qu'aujourd'hui, je parlerais plutôt de mésalliances, puisque forcément, il faut que le parti qui a été élu à la présidence de la République, il faut qu'il compose avec d'autres partis pour lesquels les électeurs n'ont pas forcément élu, ou en tout cas se sont divisés. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que forcément, ce qu'on attend normalement dans un pays démocratique, quand on a une assemblée de cette nature, c'est que ça délibère, c'est que ça discute. Et précisément ici, c'est exactement ce qu'on est en train d'éviter de faire, c'est-à-dire éviter de discuter, éviter de délibérer, là où, je le répète, souvent ailleurs, une telle assemblée provoque forcément des gouvernements de coalition, des compromis permanents sur le fond des textes, mais sans jamais empêcher la discussion collective. Or ici, c'est ce qui se passe. Est-ce que, Laureline Fontaine, est-ce que le sentiment que la majorité des citoyens éprouvent qu'il y a une forme de, même s'ils ne sont pas des spécialistes comme vous de la chose constitutionnelle, on a un sentiment tout de même, depuis la réélection du président, d'un gâchis. Est-ce que il ne vient pas, ce sentiment, principalement du hiatus énorme entre les pouvoirs d'un président, monarchie présidentielle, que Emmanuel Macron probablement a cultivé au maximum, et une assemblée où le gouvernement conserve ce moyen de dominer les débats qui ne correspondent pas à ses vœux. Est-ce que là, il n'y a pas un gouffre insupportable pour le citoyen ? Laureline Fontaine. Alors, je crois qu'il faut, encore une fois, il faut distinguer entre les pouvoirs qui sont en effet attribués au président de la République par la Constitution, mais aussi au gouvernement, puisque celui-ci a quand même pas mal de pouvoirs pour forcer la main à l'Assemblée nationale notamment, et donc ces pouvoirs et les usages de ces pouvoirs, puisque c'est aussi ça la problématique, c'est que il ne suffit pas de dire que un tel ou un tel a trop de pouvoir, il faut aussi évaluer comment il se sert de ses pouvoirs. Et je crois que c'est en effet bien le problème aujourd'hui, c'est que le président et le gouvernement se servent de leur pouvoir d'une manière qui contrarie l'idée démocratique, d'une manière qui contrarie l'esprit des institutions de la Ve République, qu'on soit d'ailleurs d'accord ou non avec cet esprit-là, mais de toute évidence, il y a une contrariété à une manière de voir la Ve, ou même tout simplement à la démocratie, parce qu'en fait, c'est aussi un effet d'accumulation. Il n'y a pas que le 49.3 qui est en cause. On a eu l'épisode sur le retraite où d'autres articles ont été utilisés, où on a vu qu'une réforme aussi fondamentale que le report de l'âge légal de départ à la retraite a été adopté sans passer par le vote de l'Assemblée nationale, à aucun moment. Et donc ça aussi, c'est quand même très questionnant. Donc forcément, c'est un effet de cumul qui fait qu'aujourd'hui, moi je pense que les citoyens et l'ensemble du corps politique a bien raison de se poser des questions quant à l'usage qui est fait des pouvoirs constitutionnels. Françoise de Gouaver. Alors vous parliez d'effets cumulés, je suis d'accord avec vous sur quand vous avez un pays entier qui est opposé à une réforme, et moi je vais vous parler
parlé du cumul des découragements. Je vous ai parlé tout à l'heure du cumul des parlementaires, des députés en l'occurrence, qui ne peuvent pas, qui n'ont jamais le ressort nécessaire pour faire aboutir une motion de censure par lâcheté. Souvent, en tout cas, chez les LR, c'est ce qui s'est passé. Ils avaient véritablement, dans leur cible au sens politique du terme, dans leur mire, ils avaient le gouvernement. Ils n'ont pas osé franchir le Rubicon et ils le paieront très cher de toute façon en 2027. Je vais vous parler aussi du découragement des citoyens. Quand vous organisez pendant des mois et des mois des manifestations à 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 personnes, que vous vous mobilisez, que les syndicats montrent une unité absolue et gardent en plus un ton très correct, parce que franchement Laurent Berger et notre ami de la CGT, enfin tous les syndicalistes, et que vous avez ce gouvernement qui reste de marbre et qui passe sans discussion, il y a un effet non seulement de découragement, il y a un effet mémoriel qui se retrouvera au moment de voter. Personne n'oubliera l'épisode des retraites, pas plus que pour Jean-Luc Mélenchon, et c'est bien fait pour lui, personne n'oubliera son épisode du Proche-Orient. C'est ce qu'on appelle les effets cliqués, c'est des effets qui vous collent à la peau, dont vous ne pouvez pas revenir, et vous verrez que ce sera très difficile pour quiconque veut revenir de l'épisode des retraites, pour la même raison. Et donc voilà, et c'est en ça que je dis, et j'aime beaucoup le titre de votre livre que je n'ai pas lu, mais en tout cas, j'aime beaucoup son titre. Il y a quelque chose qui est malmené, mais pas simplement la Constitution, la démocratie est terriblement malmenée. C'est une démocratie malmenée, Laureline Fontaine? Oui, malmené, je pense que c'est quand même le moins que l'on puisse dire, même si on n'est pas tous d'accord sur ce que signifie la démocratie. Mais en France, aujourd'hui, la démocratie, c'est le fait que les lois soient adoptées par des représentants qui ont été élus au suffrage universel et qui vont délibérer collectivement et confronter leurs différentes opinions. Or, les lois aujourd'hui ne sont plus votées de cette manière-là. Donc, ça contrarie évidemment la démocratie. Jean Dorido. Oui, alors j'aurais, si c'est possible, deux questions à poser à Laureline Fontaine, qui est une spécialiste du sujet. La première question, c'est que le risque imaginons un Parlement où il n'y aurait pas le 49-3, le risque de débat comme ça, outre le fait qu'il y a un risque qu'il soit sans fin, c'est finalement d'arriver à un consensus mou, et finalement on a pu connaître ça aussi jadis, des décisions qui n'en sont pas vraiment, et au lieu de satisfaire le plus grand nombre, qui sont insatisfaisantes pour tout le monde. Et question subsidiaire, vous qui êtes spécialiste du sujet, est-ce qu'il serait possible de réformer à vos yeux de façon satisfaisante la Constitution, tout en restant dans la Ve République, la Constitution de la cinquième, la même colonne vertébrale, si j'ose dire? Alors, sur la première question, le principe de la délibération implique qu'il y ait une confrontation entre des intérêts distincts. Ce que je constate souvent quand on me pose ce genre de questions, c'est qu'en effet, on n'arrive plus à raisonner en dehors de l'article 49.3, comme si c'était absolument nécessaire, la solution miracle. Encore une fois, cet article n'existe pas, ni son équivalent à l'étranger. Oui, et je ne crois pas que l'on puisse dire qu'à l'étranger, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Espagne ou au Royaume-Uni, eh bien, les décisions qui sont prises par les parlements ne sont que des consensus mous, bien sûr que non. Donc c'est simplement que nous nous refusons à développer cette culture de la délibération. Je crois que c'est un problème. Oui. J'ai une question à vous. Il y avait une deuxième question aussi pour Jean Dorido. Allez-y. Qui est importante. Merci. Oui, Philippe alors sur est-ce que on peut réviser la Constitution sans sortir de la Ve République? Alors c'est une question de mots. Je vais presque demander un joker sur cette question. Parce que on ne vous l'accorde pas. En réalité, ce que je crois, c'est que si on pense que l'histoire de la Ve République, c'est l'histoire d'une extension continue de la captation du pouvoir par le pouvoir exécutif, alors je pense qu'en effet il faut réviser cette Constitution il faut carrément la changer. Bon. Je ne pense pas qu'on puisse maintenant revenir en arrière. Je crois que c'est impossible. Je crois que si on veut sortir de la captation du pouvoir par le pouvoir exécutif, je crois qu'il faut changer notre modèle. Laureline Fontaine, j'ai une question à vous poser. On n'est pas en régime 49.3, si vous passez, ne répondez pas. 49.3, oui. On n'est pas en régime parlementaire. La preuve par le 49.3 à outrance. Est-ce qu'on est vraiment dans un régime présidentiel? Et sinon, dans quel type de régime sommes-nous, pardon? Alors,
Je me méfie toujours, encore une fois, des qualificatifs. Parce que une fois qu'on a dit on est d'un régime présidentiel ou semi-présidentiel ou ceci ou cela, en fait, ça ne nous dit pas grand-chose parce que ces catégories sont très malléables. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans un régime qui, aujourd'hui, fonctionne sans la délibération collective du Parlement. Ça, c'est sûr. Donc, à partir de là, comment le qualifier? En tout cas, c'est un régime qui fait la part belle, plus que belle, aux compétences de l'exécutif, qui, en fait, légifère à la place du Parlement. Et pas seulement par le 49.3, parce qu'on ne parle pas des ordonnances, dont le recours aux ordonnances est incroyablement grand depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et ça, on en parle très peu, parce que c'est des questions qui sont apparemment plus techniques. Donc, c'est un régime qui est centré sur l'efficacité de la décision. Mais l'efficacité de la décision, ça ne fait pas un régime démocratique, ça ne fait pas un régime social, mais ça peut faire un régime autoritaire. Je le rappelle, l'efficacité, c'est pas un critère d'un bon régime, c'est le critère d'un régime qui fonctionne, que ce régime soit bon ou ne soit pas bon. Donc il faut s'entendre là-dessus. Laureline Fontaine, je vous avoue que les vraies voix vous votent la confiance à l'unanimité. C'est limpide, c'est très intéressant. Très clair. Super. On est tous d'accord pour dire vive la 6e en fait. Vous avez rendu nos questions intéressantes.